pour reprendre finalement 2 ou 3 grandes notions de ce qu'on a voulu dire à travers tous les exemples qu'on a déclinés tout au long de la journée. L'idée, si vous voulez, que dans le cerveau, il y a premièrement une évolution biologique. Bien entendu, nous avons tous, en tant qu'humains, le même cerveau. Donc il y a quelque chose de pareil dans nos cerveaux à tous, qui est un cerveau d'humain, et c'est quelque chose qui est génétiquement programmé, y compris chez le bébé, bien sûr, qui arrive. En même temps, comme nous le savons tous, nous sommes chacun uniques, et absolument uniques. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que ce cerveau génétiquement programmé, avec donc une configuration globale qui est la même pour tous, va dans les interactions particulières que chacun va nouer avec son environnement, se construire, se reconfigurer de façon unique pour chacun d'entre nous en fonction de nos propres expériences. Et puis, il y a l'évolution des cultures, c'est-à-dire de tout ce qui est indépendant de la génétique, de tout ce qui ne nous a pas été transmis directement par nos gènes et par l'évolution avec un grand E, et dont les humains sont capables de faire beaucoup de choses, c'est-à-dire c'est les capacités d'apprentissage et donc de recyclage neuronal, de réorganisation neuronale en fonction des apprentissages. Donc vous voyez que la cognition, c'est ces 3 choses-là, 3 niveaux qui, on a essayé tout le temps de faire le lien entre les 3, qui sont imbriqués, qui sont en permanence intriqués les uns dans les autres. Un petit mot sur la plasticité cérébrale, qui est donc cette capacité à réorganiser nos réseaux de neurones et à apprendre. C'est ce qui nous permet les apprentissages, au sens fort du terme. Donc, c'est la capacité à se modifier. La plasticité cérébrale désigne cette capacité cérébrale à modifier les interactions et les réseaux de neurones. Ça va de la mort neuronale, au contraire de la création de nouveaux neurones, de la reconfiguration des connexions, comment les neurones se parlent et se connectent les uns aux autres, sous les effets de l'environnement, des expériences, des apprentissages. Alors, cette plasticité, elle existe tout au long de la vie. On peut apprendre, même après 40 et 50 ans, monsieur. Mais enfin, la vérité, c'est quand même, il faut le dire, on n'apprend quand même pas la même chose. Et la plasticité cérébrale est d'autant plus importante que l'on est plus jeune. C'est logique. Il y a déjà des tas de choses qui sont déjà tricotées à un certain âge. Alors, la plasticité cérébrale, c'est à double sens. Cette plasticité cérébrale, elle représente aussi beaucoup dans la tête de tout le monde la capacité qu'aurait le cerveau à récupérer certaines fonctions après des lésions ou lors de dysfonctionnements. Alors, c'est oui et c'est oui. Bien sûr que c'est à ça que servent les remédiations. C'est à recréer de nouveaux réseaux de neurones moins dysfonctionnants et plus fonctionnels. Bien sûr. C'est oui, mais. C'est ça que je voulais vous dire. C'est oui, mais en cas de lésion, de dysfonctionnement, d'anomalie, d'atypie cérébrale, vous voyez tous les mots que j'emploie, cette plasticité cérébrale, il faut plutôt la comprendre comme quelque chose qui va contribuer à atténuer les effets des dysfonctionnements. Je pense que c'est clair. Et même, certains ont pu à l'inverse parler de vulnérabilité cérébrale, c'est-à-dire que, on en discutait à la pause tout à l'heure, à partir du moment où certains dysfonctionnements ou certaines anomalies apparaissent très précocement dans des germes du chantier, cet énorme chantier qu'est le cerveau de l'enfant, il peut y avoir de ce fait des répercussions particulières dans différents secteurs de la cognition, ce qui évidemment n'arriverait pas si les dysfonctionnements étaient survenus ultérieurement, les choses étant déjà un peu en place. Alors, les apprentissages, c'est le fond de l'affaire et c'était l'objectif de notre journée. Donc, les apprentissages utilisent cette plasticité cérébrale. Et il ne faut pas croire que l'apprentissage de la lecture ne mobilise que les réseaux de la lecture, que l'apprentissage du langage ne mobilise que les réseaux du langage. Qu'est-ce que serait du langage sans de la mémoire? Qu'est-ce que serait de la mémoire sans de l'attention?
Qu'est-ce que serait de l'attention si je ne sélectionnais pas mes cibles, c'est-à-dire sans fonction exécutive, etc. Donc vous voyez que c'est cette coordination, hein, à la fois on peut parler de chaque fonction mentale séparément, mais en même temps les apprentissages c'est la coordination de toutes ces fonctions mentales. Et donc ça va être ça le challenge du bilan neuropsychologique quand il y a un dysfonctionnement, ça va être d'essayer dans cette forêt vierge en fait, dans ce grand chantier en cours de construction, d'essayer de repérer, en choisissant bien les tests, les questions, l'étalonnage, etc. Essayer de repérer de quel éventail de compétences et d'incompétences dispose cet enfant-là pour se développer. Hein? Dans toutes ces coordinations, essayer de repérer quels sont les systèmes ou les sous-systèmes qui dysfonctionnent plus ou moins ou qui fonctionnent bien. Cet apprentissage qui utilise la plasticité cérébrale, elle est extrêmement mise à l'épreuve dans ce qu'on appelle la scolarité, qui est donc l'enseignement explicite de beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas vraiment la boîte à outils d'emblée, hein. Et donc ces apprentissages vont nécessiter beaucoup de travail, des révisions, des explications, des mémorisations, des entraînements, etc. Et pour la plupart de ces apprentissages, on dira qu'ils ne sont acquis que lorsqu'ils ont acquis une certaine automatisation. Vous l'avez vu tout à l'heure quand Pierre vous a fait lire, enfin vous a montré le test de Stroop. Hein. Il s'agit de lire des noms de couleurs qui sont écrits dans une autre couleur. Le mot jaune est écrit en bleu. Eh bien, vous voyez que si vous êtes un lecteur ordinaire, vous ne pouvez pas vous empêcher de lire jaune. C'est automatisé. On dit que la lecture est automatique et irrépressible. Je l'ai dit pour les gestes, vous voyez que maintenant je le dis pour la lecture, je peux le dire pour tout. En même temps, vous voyez bien que je ne dois pas dire jaune, bien que j'ai lu jaune, puisque ce qu'on me demande, la tâche là qui est pertinente, c'est de dire bleu, puisque le mot jaune est écrit à l'encre bleue. Vous suivez toujours. Donc c'est très important, cette automatisation d'un certain nombre de savoirs, c'est la marque que l'apprentissage est réussi, est allé jusqu'à son terme, mais, et c'est aussi cette automatisation qui va faire que cette activité ne va plus être fatigante, qu'elle va être facile, elle ne nécessite plus de contrôle attentionnel. Donc elle est facile, elle est rapide, etc. Et donc ça va libérer de l'espace mental, ça va libérer des ressources attentionnelles pour des tâches compliquées, difficiles, nouvelles, pour notre chef d'orchestre en fait. Ça va libérer de l'énergie, hein, pour laisser le chef d'orchestre. Si vous voulez, si les violons connaissent bien leur partition, si les cuivres connaissent bien leur partition, ça va libérer le chef d'orchestre peut-être pour des tâches beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus complexes et beaucoup moins automatisables, comme l'interprétation. Vous voyez l'idée toujours pour reprendre la même image. Alors, ça c'est très important. On en a déjà parlé, mais on voudrait de nouveau attirer votre attention là-dessus, c'est vrai pour tout. Le fonctionnement habituel, mental habituel. Habituel, ça veut dire des choses qu'on fait régulièrement. Repose sur des routines. Tous les jours je lis, tous les jours je parle, tous les jours je prends le métro, tous les jours je me brosse les dents, enfin vous voyez l'histoire. C'est beaucoup de choses hein, de ce qu'on fait. Et ces routines, donc c'est automatisé. Si elles sont automatisées, elles ont peu de consommation cognitive, elles demandent peu de charge attentionnelle, elles consomment peu de ressources attentionnelles. Et donc, il me reste beaucoup de ressources cognitives et d'attention pour des tâches complexes, qui sont les tâches non routinières et difficiles pour le sujet. Pour moi, c'est peut-être difficile d'écouter, je ne sais pas moi, une conférence en anglais. Si vous êtes parfaitement bilingue, pour vous, ça ne l'est pas. Pour un enfant de 6 ans, lire Le petit lapin mange la salade, c'est très difficile, parce que ce n'est pas encore automatisé, c'est une tâche d'apprentissage. Si c'est une tâche en cours d'apprentissage, elle n'est donc pas encore automatisée, et donc, elle réclame beaucoup de ressources attentionnelles, beaucoup de consommation cognitive, elle est épuisante, elle est difficile, il faut que je concentre toute mon attention sur cette tâche. Quand je dois faire 2 tâches à la fois,
c'est le mieux, c'est quand même qu'au moins une des deux soit automatisée pour me laisser de la disponibilité pour la deuxième tâche. Jusque-là, ça va? Lorsque l'enfant est 10 quelque chose, c'est bien sûr là qu'on voulait en venir. Quand l'enfant est 10 quelque chose, certains secteurs cognitifs sont atteints ou dysfonctionnants. Et d'autres secteurs cognitifs sont préservés ou intacts. C'est la définition même des 10 quelque chose. Alors, chaque fois que je vais réclamer une tâche mentale, cognitive, intellectuelle, qui ne sollicite que les fonctions cognitives préservées, il va faire comme tout le monde. Il va automatiser et il y aura peu de consommation cognitive. Mais dans toutes les tâches d'apprentissage, les tâches complexes, et toutes les tâches qui solliciteront le secteur où l'enfant est dysfonctionnant, alors la consommation cognitive sera intense et l'enfant n'aura plus assez de ressources cognitives pour une autre tâche simultanément. L'enfant qui est dyslexique, il peut lire, mais il ne peut pas lire à la même vitesse que les autres, ni pour mémoriser autant que les autres, ni pour en extraire autant d'informations que les autres. Il va falloir choisir où il lit et il progresse en lecture, ou il a besoin rapidement de tirer beaucoup d'informations d'un texte, et il faut faire autrement. Et c'est dans ce ou que va se trouver beaucoup de difficultés, que vont se trouver beaucoup de difficultés pour la scolarisation de ces enfants. Donc, le problème de ces doubles tâches, exemple, lire et comprendre pour un enfant dyslexique, écrire et orthographier pour un enfant dyspraxique, écouter et mémoriser pour un enfant dyspnésique, eh bien, ces enfants vont échouer dans les deux tâches simultanément, les deux tâches par exemple ici, alors qu'ils auraient été capables de réussir dans chacune de ces tâches si on leur avait demandé séparément. C'est ça qu'il faut comprendre, ils sont capables de réussir à condition que ces tâches soient séparées. Il y a les moments où l'enfant lit, le dyslexique, et les moments où il apprend à partir des textes. Il y a les moments où l'enfant écrit, le dysgraphique, dyspraxique, et puis il y a les moments où il réfléchit à l'orthographe. Voilà. C'est ça qu'il faut bien voir. Donc les activités qui sollicitent le 10 ne sont pas automatisées, même si finalement, avec le temps, l'enfant s'y débrouille pas trop mal, et elles restent sous contrôle attentionnel. L'enfant n'a plus assez de ressources mentales pour des tâches qui sont pourtant spécifiquement scolaires, qui sont les tâches d'apprentissage, et en fait c'est ça, la partie masquée du handicap des 10, c'est ce handicap lié à la double tâche, qu'on a symbolisé ici par cette partie masquée de l'iceberg, qu'on ne voit pas, qui est la plus importante, qui est souvent méconnue, et voilà, on se dit, mais s'il lit mal, faut qu'on lui demande de lire pour qu'il progresse, enfin, s'il écrit mal, faut qu'il écrive pour progresser, etc. Et on ne se rend pas compte qu'en sollicitant cette partie qui est masquée, eh bien on va empêcher l'enfant, on va mettre l'enfant en situation difficile pour les autres apprentissages. Alors de tout ce qu'on vous a dit aussi aujourd'hui, on voulait aussi vous faire un espèce de petit tableau du coup, de la terminologie des 10. Donc, d'un côté, vous avez compris que vous avez des compétences précoces, des petites boîtes à outils, où l'enfant va apprendre à faire les apprentissages implicites. De l'autre côté, les compétences qui nécessitent un enseignement explicite et du recyclage neuronal ou de la reconfiguration neuronale. On est d'accord ? À l'intérieur de toutes ces fonctions cognitives, nous avons distingué des fonctions modalités dépendantes, le langage oral, la motricité. Nous n'avons pas parlé du nombre, mais vous le trouverez. On a pensé que ça suffisait pour aujourd'hui, voilà. Mais vous le trouverez quand même dans les petits topos, ceux que ça intéresse. Et des compétences spécifiques mais transversales, comme la cognition sociale, dont on a dit qu'elle était à la racine de l'affaire. Attention, mémoire de travail, fonction exécutive, mémoire à long terme. Et puis dans les compétences entièrement sous la dépendance d'un enseignement explicite,
nous avons l'apprentissage de l'écrit, lecture-écriture, la maîtrise des codes symboliques et du transcodage en arithmétique, le code indo-arabe, l'écriture arabe, et tout ce qu'on fait avec, bien sûr. Et puis, un certain nombre de gestes qui sont appris, par exemple, l'écriture manuelle, mais on l'a dit aussi, double-cliquer ou faire un nœud de cravate, ou faire un brushing, ou se brosser les dents, ou gommer, ou ouvrir un classeur, ou je ne sais quoi, c'est toute la journée, tout le temps, hein. C'est pas la cerise sur le gâteau, hein. Donc nous vous avons mis ici le nom des troubles correspondants, en sachant, c'est pour vous, qu'il peut y avoir, selon les professionnels, selon les écoles, selon des glissements de nomenclature, et qu'il ne faut pas que ça vous trouble trop. Voilà. Et donc, DO, c'est dysorthographie. Dyslexie, dysorthographie. Donc, sur un plan stricto sensu, ces troubles ici, qui réfèrent à des anomalies, à des atypies, des boîtes à outils avec lesquelles l'enfant arrive, s'appellent des troubles cognitifs spécifiques, alors que ces anomalies d'apprentissage de matières qui doivent être enseignées réfèrent à ce qu'on appelle les troubles spécifiques des apprentissages. Ça n'a pas une importance fondamentale, cette nomenclature. On vous le dit parce que on sait que beaucoup d'entre vous se heurtent à ces problèmes en permanence, soit avec les différents professionnels, soit avec les MDPH, etc. Voilà. Ça va ? Donc, un éventail de pathologies plus ou moins intriquées, le TDAH, le syndrome dysexécutif, les dysorthographies, les dyslexies, les dysphasies, les dyscalculies, les dyspraxies, les dysgraphies et les dysmnésies dont on a commencé à vous parler. On ne vous a pas parlé des dysgnosies, mais lisez les bons auteurs, vous verrez, on en parle quand même. Et souvent, ces pathologies peuvent être non pas intriquées tout et dans tout, mais peuvent être associées, que deux troubles soient associés chez un même enfant n'est pas une chose rare. On dit qu'en gros, à la grosse louche, à peu près la moitié des enfants 10 ont un 10 isolé, et donc l'autre moitié des enfants 10 ont un 10 associé, c'est-à-dire qu'ils sont victimes, atteints de deux 10 associés. Multi, je suis moins sûre, hein, au-delà de 2, je ne sais pas. Alors, des petites stratégies en général, quel que soit le 10 dont souffre l'enfant, repérer et diagnostiquer ces 10 précocement. Précocement, ça ne veut pas dire le plus tôt possible, ça veut dire le plus tôt eu égard aux âges habituels de développement de telle ou telle fonction. Hein, on ne va pas diagnostiquer des dyslexies à l'âge de 6 mois, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on peut diagnostiquer des enfants à risque, pour des raisons phonologiques, à risque de dyslexie en grande section de maternelle, ou à risque de TDAH, ou à risque de... On fait ensuite les diagnostics en début de primaire, fin de maternelle, début de primaire. Bien sûr, cela, sauf les gros troubles du langage qui peuvent être bien sûr diagnostiqués, certaines dysphasies beaucoup plus tôt, ou des troubles du spectre de l'autisme. Bien sûr, ça suppose la formation, on l'a dit, des enseignants, des médecins scolaires, des pédiatres, des psychologues, des neuropsychologues, de tout le monde. Ça se fait de plus en plus, et ça va se faire de plus en plus. Tout le monde s'y emploie. Il est très important de comprendre qu'un enfant 10 est dysfonctionnant dans certains secteurs de la cognition, mais pas dans tous. Et donc de repérer les fonctions préservées. Ce sont essentiellement ces fonctions préservées qui vont être les points d'appui pour les apprentissages, pour grandir, pour l'estime de soi, pour... voilà. Donc, c'est pas juste un petit mot à la fin d'un compte-rendu, c'est la moitié du travail, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va bien. Bien sûr, repérer les situations de double tâche à l'école, en classe, lors des situations d'apprentissage, mais aussi en rééducation, à la maison, dans les activités dites de loisirs, etc., etc. Prendre vraiment, j'ai souligné là vraiment en compte la lenteur et la fatigabilité. Je dis ça pourquoi ? Parce que tout le monde dit ça, ah ben oui, il faut prendre en compte la lenteur et la fatigabilité. Et donc, le petit 10, il va à l'école comme tout le monde, plus 3 séances de rééducation par semaine,
plus quand même le mercredi, il va faire un loisir, mais ça serait bien si on pouvait allier l'utile à l'agréable, hein, et qu'en plus il pourrait un peu ceci et cela. Voilà. Lui, au lieu de faire ses devoirs en une demi-heure, il va les faire en 1 heure et demie, jusqu'à ce que tout le monde craque, évidemment. Hein, je crois que les mamans voient bien de quoi je veux parler. Et donc, ça va pas. Ah bah oui, l'élan est fatigable et j'en rajoute pour les devoirs, j'en rajoute pour les rééducations. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que l'enfant fasse moins de choses. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des rééducations qui soient prises sur les heures scolaires. Peut-être pas toutes, peut-être pas les 3 par semaine ou les 2 par semaine, mais certaines, certainement. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait moins de devoirs. Ça veut dire qu'il faut faire moins de choses pour qu'il les fasse à peu près dans le même temps que tout le monde et que lui aussi, il lui reste du temps pour récupérer, pour se reposer, pour jouer. Ils n'ont plus de temps pour jouer et même quelquefois du temps pour ne rien faire, qui est un temps extrêmement important, non seulement pour vous, mais aussi pour les enfants. Donc des stratégies, attention, des stratégies de rééducation un petit peu, des stratégies surtout pour faire que, avec le handicap, en dépit du handicap, malgré le 10 quelque chose, l'enfant soit le moins gêné possible dans les apprentissages, dans sa vie sociale, dans sa vie personnelle. Donc oui, rééduquer un peu, pallier, contourner les difficultés, oui, et s'appuyer sur les fonctions préservées, non seulement pour permettre les apprentissages, mais aussi une vie sociale, une vie personnelle et des loisirs de qualité. Donc on est beaucoup dans la compensation et vous voyez, l'enfant va grandir et s'épanouir dans la joie et la bonne humeur. Petite bibliographie que nous allons laisser, mais vous en avez une plus complète pour chaque chapitre dans le dossier documentaire. Donc il n'y a pas de problème, il y a aussi quelques sites, mais qui sont aussi dans le dossier documentaire.